Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Vous êtes dirigeant d'une entreprise ou même simple employé et vous vous interrogez sur la responsabilité sociale des entreprises. Vous souhaitez connaître les enjeux de la RSE. Bienvenue sur Gabon 24. Il se dit que la responsabilité sociale des entreprises, également appelée responsabilité sociétale des entreprises, est la contribution des entreprises au développement durable. Environnement, enjeux sociaux, achats, responsables. La responsabilité sociétale des entreprises concerne les entreprises à tout moment de leur vie. Mais de quoi s'agit-il réellement? Comment la mettre en place, cette responsabilité-là? C'est quoi le mode d'emploi? Quelles sont ses spécificités? Nous allons voir tout cela tout à l'heure, mais avant cela, dites-nous, c'est quoi la RSE? La RSE. RSE. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Il s'agit en réalité de pouvoir, à une organisation Je ne saurais vous dire. particulière, notamment entrepreneuriale, de pouvoir y joindre en fait des principes de développement durable, notamment économique, social et environnemental. Ça existe au Gabon? Pas de panique si vous n'avez pas bien répondu. Junior Premier, la voix d'écho de l'écho. Alors Junior, dites-nous, c'est quoi la responsabilité sociétale des entreprises? Bonsoir à tous. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises ou responsabilité sociale des entreprises, désigne la prise en compte par les entreprises sur une base volontaire et parfois juridique des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Ces activités sont ici entendues au sens large, à savoir des activités économiques, des interactions internes, c'est-à-dire avec les salariés, dirigeants, actionnaires, et externes, c'est-à-dire avec les fournisseurs, clients ou autres. L'enjeu de la RSE résulte au départ de demandes de la société civile d'une meilleure prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des activités des entreprises. Celle-ci est née notamment des problèmes d'environnement planétaire rencontrés depuis les années 1970. Il faut noter que la norme ISO 26000, standard international, définit le périmètre de la RSE autour de 7 thématiques centrales, à savoir la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local. Voilà, Modeste. Les détails, nous les voyons avec notre invité. Il s'agit de Jean-Yves Morel, expert international RSE. Jean-Yves, vous nous recevez? Je vous reçois très bien, bonjour. Vous répondez à nos questions depuis la France. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Alors, on sait que cette responsabilité sociétale, disons la RSE, repose sur plusieurs piliers, entre autres la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, mais encore. Je dirais aussi la compétence et le savoir-faire des salariés. C'est la force d'une entreprise et c'est ainsi que la RSE se met en avant. La RSE, il y a tout d'abord une obligation, en effet, qui irait de la Convention des droits de l'homme, depuis 2004 quasiment, et qui est venue au fur et à mesure au regard des impératifs sociétaux dans l'évolution en fait, de la mondialisation. Et nous avons actuellement des sociétés qui ont mis en avant de vraies politiques, véritablement, je dirais, par des outils de communication, des grandes sociétés, très grandes sociétés, qu'on peut retrouver tant en Europe qu'en Afrique. La RSE va s'appuyer là-dessus, en fait, véritablement. Elle va s'appuyer, donc, je disais, sur les salariés aussi,
parce que ce sont les salariés qui font la force d'une entreprise. Voilà. Et Très donc, bien. ils vont devenir des acteurs de cette RSE. Soit en devenant soit étant formés, en fait, par exemple, à des outils de communication, à aussi des problématiques environnementales, ce qui n'était pas nécessairement dans leur fiche de poste. Et du coup, ils vont pouvoir apporter des projets. D'accord. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir mobiliser une entreprise, une société. Et ça, c'est Mais vraiment, pas tant qu'il- Jean-Yves, et Allez-y. ça, c'est vraiment pour bien comprendre. Est-ce qu'on a raison de penser RSE tout de suite nous renvoie au développement durable, ou alors il y a d'autres liens avec ce concept-là? Je pense que ça en fait partie. D'accord. C'est un des aspects. Comme je vous ai dit, je pense qu'avant tout, toutes les sociétés ne sont pas faites de la même manière et toutes les entreprises donc ne vendent pas le même service. Une société qui est spécialisée par exemple dans l'hydrocarbure, il va falloir qu'elle développe un outil RSE qui est différent que celui de la Poste, par exemple, ou que celui d'une banque, véritablement. On peut donner cet exemple tout bête qui s'appelle l'exemple du pollueur-payeur. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, par ce biais-là, une entreprise, les grosses entreprises, je ne donnerai pas le nom, mais qu'on peut imaginer des grandes entreprises pétrolifères, ont dû, pour éviter de payer des amendes, par exemple, mettre en place tout un outil véritablement de développement, je dirais, pour avoir bonne conscience. La RSE s'appuie sur ce genre de choses, en effet. Ce sont des outils, des méthodes on transmet une nouvelle information, un nouveau visage de sa société. Voilà. En effet, ça a un réel impact. Mais tout ne repose pas sur le développement durable. Non. Non, non. Ça peut être aussi sur des actions de solidarité. Voilà. Et là-dessus, vous avez le milieu associatif est très fort pour ça. D'accord, Parce qu'il va donc utiliser son la savoir-faire RSE ne dans ce concerne sens-là. pas que les entreprises, mais également des organisations telles que les associations. Mais pourquoi la mettre en place, cette politique RSE? Quels sont ses enjeux? Ça devient un peu une norme, ça devient un peu une obligation quelque part. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des agréments, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à exercer dans son activité, on doit mettre en place, selon des critères bien spécifiques, dans un encadrement bien spécifique aussi. En France, vous l'avez beaucoup, ce genre de choses. C'est-à-dire que vous devez répondre à des normes, à des attentes, à des obligations, à des impératifs, non pas sociétaux, mais des impératifs, je dirais, étatiques. Voilà. Et donc, du coup, vous devez, pour continuer à avoir vos budgets, vos agréments, vous devez présenter de nouveaux outils, un visage beaucoup plus percutant, beaucoup plus transparent. Voilà. C'est cette Mais première approche. à côté de cela, c'est bien beau de nous dire que c'est contraignant aujourd'hui, et on le sait, le monde évolue. Aujourd'hui, on met en place des mécanismes pour essayer d'aligner tout le monde, surtout avec les enjeux environnementaux que l'on connaît, qui ont un impact sur l'économie. Mais à côté, il faut savoir la mettre en place, cette RSE. C'est quoi la bonne méthode? À quel moment on peut être sûr qu'une entreprise applique réellement la bonne politique RSE? Quels sont les mécanismes d'évaluation? Déjà, je pense que quand elle a pu mettre en place les bons indicateurs, c'est-à-dire qu'elle a su mettre en place sa bonne politique et qu'elle n'ira pas dans une mauvaise direction. Tout bêtement, vous avez une société qui est spécialisée, par exemple, je ne sais pas, dans les assurances, imaginons. Son travail, à la base, elle a une mission très spécifique. Mais si elle réussit à s'adapter, à transformer son offre de service, alors elle ne sera plus vue comme une simple société spécialisée en assurance, mais aussi comme une société qui va contribuer au bien-être de ses assurés, de ses sociétaires. Ça, c'est un des défis de la RSE. Et finalement, quels sont les impacts de cette RSE au sein de l'entreprise? Quels sont les bienfaits? Est-ce que réellement, à part la contrainte qu'aujourd'hui le fonctionnement international nous impose, est-ce que véritablement on ressent les fruits d'une bonne politique RSE au sein d'une entreprise? Oui, je pense qu'on peut la ressentir en effet, dès lors que les salariés se sentent bien où ils travaillent. Il peut y avoir des entreprises où il n'y avait pas de véritable vie d'activité, de vie sociétale, c'est-à-dire une véritable vie d'entreprise. Et
comme je vous ai expliqué au tout départ, quand les salariés sont formés à d'autres domaines que dans lesquels ils sont habitués de travailler, ils apportent une plus-value dans la communication à leur société. Et bien souvent, les projets qui sont présentés permettent de faire transformer véritablement cette société pour aller vers une société beaucoup plus dans son monde, dans l'adaptation, si vous voulez. Je vous dis, l'exemple de la Poste en France est très bon. Parce que la Poste est vue comme une société très patriarcale, familiale, et qui on a toujours ce regard-là. Mais en fait, elle a su mettre en place une politique extrêmement dynamique et en s'étendant à l'étranger aussi. C'est-à-dire qu'elle a dû aller chercher véritablement des us et des coutumes qu'elle n'avait pas, et elle a proposé des offres de services beaucoup plus percutantes. Et maintenant, elle n'a plus un service RSE, elle a une véritable politique internationale RSE. Vous nous avez également parlé des associations, mais pour que l'on comprenne bien, est-ce que la politique, la responsabilité sociétale des entreprises, même si elle s'appelle comme ça, elle ne concerne que les entreprises, ou alors on peut être une association, un gouvernement, pourquoi pas, qui est concerné par la RSE? Je pense que comme le titre l'indique, vous l'avez dit au tout départ, c'est soit social ou sociétal. Et à mon sens, tout le monde doit être concerné par la RSE. Mais tout le monde ne peut pas mettre en place une RSE parce qu'on n'a pas nécessairement le poids économique, le poids médiatique, par exemple. Les petites sociétés, elles vont avoir du mal à mettre en place la RSE. Parce qu'il faut quand même un minimum, à mon avis, de salariés, un minimum de vie d'entreprise. Par contre, à l'inverse, des startups peuvent le faire. Parce qu'elles vont avoir besoin de la RSE pour démarrer tout de suite. C'est un outil, comme je vous l'ai dit et vous l'avez expliqué au tout début, c'est un outil de communication aussi important, très très important. Ça, par contre, en effet, pour les startups, c'est très fort. Et derrière, après, ça va devenir leur ADN. Tandis que les grosses sociétés, elles, non. Elles vont devoir créer cet outil et donc l'intégrer à leur ADN. L'État, c'est autre chose. L'État, en fait, l'État, lui, est responsable de la population. Donc, du coup, appliquer la RSE à l'État, c'est plus technique. Mais on peut, et par exemple, que ce soit les banques d'investissement, que ce soit les grands fonds d'investissement peuvent apporter ça, en fait, véritablement aux États. Parce que nous sommes des vecteurs de communication. Et on peut leur apporter une formation beaucoup plus élargie avec des petites astuces. Ça peut être, par exemple, dans la gestion des programmes publics. On peut leur expliquer, voilà, attention, les programmes publics, c'est important, mais ça va avoir des impacts énormes sur la population. Et plus vous allez devoir présenter un beau visage, même si, en effet, tout programme public peut avoir des conséquences, il faut leur dire, attention, là, ça risque de causer des problèmes à votre population. Donc, si vous voulez bien appliquer le programme public, à côté, il faut que la population puisse en profiter et devenir actrice elle-même de ce programme public. Et c'est là la RSE qui peut s'appliquer au niveau des États. Voilà. La politique RSE, c'est donc la préservation de l'environnement, respecter l'environnement, respecter également l'homme qui est au cœur de cet environnement-là. Et comment on fait des bénéfices pour une entreprise? Parce que vous nous avez parlé du poids économique des petites entreprises ne peuvent pas appliquer de politique RSE. Ce sont les grosses entreprises qui ont les moyens de le faire. Comment elles le font s'il faut mettre beaucoup d'argent et derrière avoir du profit? Comment on fait? C'est une très bonne question. J'ai dit que les petites entreprises, elles ont du mal. Ça veut pas dire qu'elles ne peuvent pas, c'est qu'elles ont du mal. Parce qu'en effet, ça demande de l'argent, certes, parce que ça demande de financer, de budgéter des services entiers. Je vais reprendre l'exemple par exemple, d'une société pour laquelle j'étais directeur RSE, qui était spécialisée, qui est toujours spécialisée pour la rénovation énergétique en France, et qui a mis en place un label. C'est une société qui n'était pas grande. Elle démarrait avec 4 ou 5 salariés, et elle a su mettre d'entrée en place un label. Donc ça veut dire que intouchable, imprenable, qui a servi à mettre en place d'énormes chantiers auprès des collectivités. Et ce label-là, en fait, c'est pour ça que les petites sociétés peuvent mettre en place, grâce à leur label, elles peuvent utiliser la RSE et derrière, elles vont toucher les dividendes de ce label, l'exploitation de ce label. Ça, c'est un moyen. Pour les grandes sociétés, c'est un budget énorme. Mais par contre, il y a toujours un retour au niveau fiscalisation. C'est-à-dire que plus vous mettez en place
de grandes actions, plus vous allez recevoir des retours de la part de l'État. Automatiquement, on ne fait jamais rien sans rien. Mais tout ça, c'est un véritable accord. Il y a des vrais accords en la matière. Ce n'est pas du tout de la sympathie entre les gens. On est quand même dans des contrats d'engagement. Donc, les entreprises font du bénéfice derrière la RSE, derrière l'application de la politique RSE. Mais il y a quand même un lien entre la RSE et les ressources humaines. C'est quoi ce lien? Parce que la plupart du temps, ce sont les ressources humaines qui appliquent la politique RSE dans les entreprises. Parce que je pense que dans les grandes entreprises ou dans les moyennes entreprises, seuls les RH sont habilités, formés. Elles ont l'expérience de l'outil communication. Si dans une grande entreprise, vous avez des départements, là, c'est pas pareil. La RSE peut être appliquée par le direction, par exemple, un service communication. Voilà. Mais très souvent, la RSE, c'est surtout l'engagement du salarié. Et qui dit engagement du salarié va dire la responsabilité qui est liée au RH. On voit un grand travail managérial derrière la mise en place de la politique RSE au sein d'une entreprise, mais le salarié aussi, il a un rôle à jouer, c'est lequel? Comme je vous expliquais au tout départ, je pense qu'avant tout, il est acteur et porteur. Il est observateur tout d'abord parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la RSE, mais on lui explique que son implication quelque part servira à l'évolution de son poste, à l'évolution de la société dans sa capacité à aller chercher des budgets, qu'on ait un regard différent d'elle. Voilà. C'est-à-dire qu'on va le sensibiliser. La RSE, avant tout, c'est une sensibilisation du salarié, une sensibilisation de l'outil institutionnel. Voilà. On est dans quelque chose de la transformation de la pratique professionnelle en utilisant à la fois le savoir-être des salariés et leur savoir-faire. Voilà. Est-ce que la RSE, la politique RSE, s'adapte à la région dans laquelle elle est appliquée? Est-ce qu'il y a des spécificités selon les régions? C'est-à-dire que la RSE qui sera appliquée en Europe, où vous êtes actuellement, est-ce qu'elle sera la même que nous, on appliquera ici en Afrique, plus particulièrement au Gabon? Ou alors il faut tenir compte de certaines réalités géographiques? Je pense qu'en effet, je rejoins ce que vous dites, il va falloir créer une adéquation entre les réalités de terrain et par exemple celle de la France. Mais la plupart des entreprises qui vont à l'étranger, qui vont en Afrique par exemple, savent tout de suite qu'il faut s'adapter au terrain. Mais moi, en tant que porteur de projet, j'ai pu rencontrer et travailler avec des acteurs locaux. Et quand je dis des acteurs locaux, ce sont vraiment par exemple un pays comme la RDC, voilà, ou un pays comme le Cameroun, ou même le Bénin. J'ai même eu quelques contacts au Gabon. Hein. Donc, je sais que ce sont des gens qui ont des réalités de vie et d'entrée vous disent mais comment vous, spécialistes ou entrepreneurs ou travaillant en France, vous pouvez nous expliquer comment nous, on va améliorer notre travail au quotidien et améliorer notre offre de services au sein de l'entreprise. Et donc, en fait, on part de l'idée qu'il faut comprendre les besoins d'une entreprise, surtout dans un pays étranger. Certaines entreprises vous présentent bien les choses. Elles vous disent, voilà, nous, on a actuellement, par exemple, on a des besoins importants en matière de financement. On a des besoins importants, par exemple, en matière de recrutement. On a du mal à recruter des bonnes personnes. Des choses comme ça. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec une ONG, qui ne dépend pas de l'État, évidemment, au Cameroun. Et cette ONG-là a su transformer son offre de services. Elle a fait de la RSE. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais avoir d'aide financière de la part d'investisseurs. Et elle a transformé son offre de services en devenant un outil, je dirais, commercial. Elle a créé un poulailler industriel. Alors qu'à la base, elle n'était pas partie pour le faire. Et elle s'est rendue compte que pour avoir ses propres financements, sa propre renommée, il fallait qu'elle transforme son offre de service. Et à ce moment-là, on appliquait certains petits préceptes, on va dire, de la RSE au sein de leur ONG. Et ce qui est intéressant, et juste pour terminer mon propos, comme ça je ne vais pas trop monopoliser la parole, c'est le fait qu'ils ont pu obtenir des financements parce qu'ils avaient compris que de toute façon, le besoin local était de nourrir des gens. Voilà.
dans un contexte politique délicat, on va dire, et ils avaient besoin de nourrir ces gens-là. Et pour les nourrir, il fallait transformer son offre de service. On ne pouvait plus être une ONG, on devait devenir une SARL. Quelles peuvent être les conséquences pour une entreprise qui n'applique pas de politique RSE? Je pense, tout d'abord, on ne va pas parler d'argent tout de suite, on va simplement parler de la vie de l'entreprise. Je dirais probablement une activité en berne, c'est-à-dire une activité qui va être un peu moins forte, un peu moins à côté. On va peut-être vous regarder différemment, en disant bah oui, mais pourquoi nous on se casse la tête en tant qu'entreprise à mettre en place tous les préceptes et les concepts RSE, quitte à en subir les conséquences, parce que c'est pas toujours facile du tout, c'est très chronophage. Et pourquoi vous, entreprise, vous le faites pas? Pourquoi? Ça vous intéresse pas? Alors qu'on est tous dans un monde, en fait. Et c'est là la RSE, l'action de la RSE, c'est qu'on doit montrer un visage que tout le monde doit montrer à peu près, non pas le même visage, mais ce visage d'implication, ce visage de présentation de la société au monde. Voilà. Et je dirais ça pour enclore le sujet, c'est que sûrement que l'un des risques qu'il y a, c'est qu'on y perde aussi des agréments, on y perde aussi des budgets. Parce qu'on est lié, je vous ai parlé tout à l'heure, on l'avait repris, la question de la contrainte. Mais en effet, si vous ne répondez pas aux normes, vous risquez de ne pas bénéficier des subsides de l'État, parfois. Est-ce que vous avez l'impression que la Covid-19 que l'on a connue avec des temps forts où l'homme a véritablement été vulnérable, a donné un autre visage à la RSE? Je veux peut-être prendre le contre-pied de ce que vous dites. C'est que pour moi, le visage, l'homme, pour moi, c'est l'homme qui est ressorti gagnant de la Covid. Et c'est plutôt les institutions qui ont montré des failles. Parce que l'homme, il s'adapte. Et il se débrouille. Et donc, du coup, la Covid a dû obliger les gens, de manière générale dans le monde, je pense, à changer leur façon de penser. J'en veux pour preuve le télétravail. Le télétravail, ça a changé complètement l'approche du travail en entreprise. Et du coup, là où on peut en effet être d'accord, est-ce que le télétravail fait partie de la RSE? Est-ce que ça rentre en compte dans la RSE? Ça crée des problèmes. Je pense que les gens en général ont changé leur méthode de fonctionnement, de travail, et ont modifié l'approche de la RSE en entreprise. On est devenu une société qui commençait des entreprises qui commençaient vraiment à développer un outil de très belle qualité par la RSE, et tout d'un coup, quasiment on en revient à un mode individualiste. Et ça, c'est pas simple. Aujourd'hui, quels sont finalement les défis de la RSE au moment où on parle beaucoup de relance économique, on parle également de crise, on compte la crise en Ukraine, la crise alimentaire, la crise climatique. Quels sont les défis, les différents défis de la RSE? Alors là, ils sont très vastes. Parce que ce sont, ce que vous évoquez à juste titre, ce sont des crises mondiales. Ce sont des crises mondiales. Et les crises mondiales, le problème qu'elles ont, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de la RSE. Et je pense que pendant un certain temps, les entreprises vont devoir s'adapter à ce qui se passe. La Covid a déjà montré ça. Les entreprises, maintenant, avec les crises, elles vont devoir changer leur offre de services et surtout leur mode de réactivité. Actuellement, on peut imaginer que la crise du gaz, la crise des hydrocarbures, vous avez aussi les crises alimentaires, font qu'actuellement, les sociétés vont devoir automatiquement mettre de côté sûrement la RSE en soi, ou alors présenter peut-être une nouvelle façon de travailler qui va peut-être en effet nécessiter une nouvelle approche de la RSE, je pense. Avant de nous séparer, Jean-Yves Morel, voici la question de l'internaute, c'est celle d'Héloïse en France où vous êtes. Elle dit, est-ce qu'une entreprise qui n'applique pas de politique RSE doit être considérée comme archaïque? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle doit être considérée comme archaïque, même si j'en pense ce que dit la personne. Non. Mais je pense que par contre, elle nécessite de se remettre en question. C'est-à-dire qu'elle doit, à mon avis, en effet, être dans son temps. Et donc, elle doit réfléchir sur ce qu'elle est. Donc, archaïque, non. Mais regardez, l'exemple de la Poste, et la personne qui est en France doit savoir exactement ce qu'est la Poste. Elle est passée de la Poste à la Banque Postale.
Elle est passée de la banque postale à maintenant, je présente en international. Et elle reste toujours archaïque, la poste. Toujours. Donc, je pense que non. Mais je pense aussi qu'on garde en soi son ADN. Merci beaucoup à vous, Jean-Yves Mourel. Je rappelle que vous êtes expert international RSE. Vous avez répondu à nos questions depuis la France. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup, madame. Alors, l'importance de la RSE dans une entreprise est de plus en plus reconnue. On vous l'a dit, la démarche est perçue comme un levier de performance en plaçant l'entreprise dans une dynamique d'amélioration continue. Sur le plan économique, la démarche RSE impacte la stratégie managériale puisqu'elle participe à l'anticipation des risques et à l'amélioration de l'efficacité et à l'optimisation des coûts. Reste maintenant à bien la cerner afin de mieux la mettre en place. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.